Welcome to our panel on Indigenous. Bienvenue à notre panel sur la souveraineté des données autochtones du conceptionnel à l'action. Je suis de l'Université de Waterloo. Je serai l'animateur de cette séance. Comme vous le savez, le Canada a fait des engagements à la souveraineté des données sur les personnes des peuples autochtones et M. Burke en a parlé dans sa première locution ce matin. Il faut naviguer des enjeux complexes, incluant la complexité des données et la complexité des peuples autochtones et leurs enjeux partout au Canada. Nous avons des panélistes aujourd'hui qui sont au centre de cette conversation au Canada. Vous avez leur bio dans le programme, alors je vais vous les présenter rapidement maintenant. Nous avons Chris Penny, qui est directeur du Centre de la statistique et des partenariats autochtones et championnat des employés autochtones à Statistique Canada. Éric Guimont, il est dirigeant principal des données et directeur général, Direction générale de la recherche stratégique et de l'innovation en matière de données au Service autochtone Canada, et Jonathan Dewar, directeur général, Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations Canada. Alors, je suis certain que vous avez des questions pour eux, mais je vais lancer le bal avec une question générale pour chacun de nos panélistes. Je vais vous demander d'abord de donner votre point de vue. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la souveraineté des données autochtones et pourquoi c'est important pour les peuples autochtones et pour le gouvernement? Je vais demander à Éric de répondre d'abord. Merci, Martin. Je vais répondre avec une anecdote personnelle. Je ne suis pas autochtone, Première Nation, Inuit ou Métis, mais je suis mariée à une femme des Premières Nations. Elle a eu des enfants avant qu'on se rencontre avec une personne non autochtone. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a la loi sur les Indiens au Canada qui définit, c'est une loi très coloniale qui détermine qui est autochtone et qui détermine comment on transmet le statut légal de génération en génération. Alors, ma mère avait son statut plein et là, elle a eu ses enfants avec un non-autochtone. Donc, ces enfants ont une capacité limitée de transférer ce statut d'Indien à leurs enfants. Ma femme a une fille que je considère ma propre fille et elle a eu un fils. Alors, c'est son petit-fils et mon petit-fils, mais en vertu de la loi, il n'est pas autochtone. Et donc, il ne figure pas à la base de données des Indiens qui recueille les données démographiques de base sur les Premières Nations au Canada. Alors, son petit-fils, mon petit-fils, ne fait pas partie de l'histoire officielle parce qu'il n'est pas une Première Nation. J'ai déjà demandé à la personne qui avait une discussion avec moi et j'étais à l'opposé de la conversation et je lui ai dit, je t'invite à mettre au défi grand-mère de décrire en quoi son petit-fils n'est pas autochtone. Et c'est à ce moment-là où cette conversation est devenue bien réelle pour moi en raison des expériences bien personnelles. Mais je vais laisser mes réponses technocratiques, bureaucratiques pour les prochaines questions. Merci d'avoir partagé cette histoire, Éric. Moi, je suis ici pour représenter une organisation nationale autochtone. Alors, je ne représente pas les Premières Nations directement, ni une tribu en particulier, un clan en particulier, mais nous travaillons depuis plusieurs années. Depuis 15 années, nous sommes cette organisation nationale. Nous avons fait du travail qui travaille vers cet objectif. On fait de la vigie nationale, des études qui découlent du travail qu'on a fait dans les 26 dernières années et d'autres travail qui est plus général, qui touche à toutes les questions liées à la souveraineté des données autochtones. Et depuis quelques années, nous faisons avancer
une stratégie de gouvernance des données autochtones en partenariat avec le gouvernement du Canada et d'autres institutions canadiennes comme Statistique Canada. Cela étant dit, je représente les intérêts des Premières Nations dans le travail qu'on nous a confié et nous devons aussi reconnaître et faire de la place pour les collègues inuits et métis. Nous partageons beaucoup de similitudes, mais de façon réaliste, nous pouvons prendre ce terme souveraineté des données autochtones et le décortiquer pour parler de la souveraineté en général et de reconnaître que dans le lexique contemporain, la souveraineté des données autochtones a beaucoup de poids en raison du travail qui s'est fait à l'international avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui est maintenant devenue loi au Canada. Alors, la souveraineté des données autochtones, c'est un terme très important, mais à l'extérieur du Canada, je vous inviterai à éviter ce terme et dire qu'on parle des Premières Nations et des visions du monde distinctes qui appartiennent aux Premières Nations. Oui, elles acceptent de travailler ensemble de toutes sortes de façons. C'est vrai pour les Inuits et pour les Métis aussi, mais quand on parle de la souveraineté des données des Premières Nations, c'est les Premières Nations qui ils veulent avoir la souveraineté. Au Canada, on parle de nation à nation, mais c'est une question qui se pose toujours quant à la souveraineté des Premières Nations. Et la souveraineté des données, c'est une expression de la souveraineté des Premières Nations. Alors, quand les personnes des Premières Nations ou quand les Premières Nations se retrouvent soit au niveau communautaire, national ou à des collectifs de nations d'un océan à l'autre, on se trouve dans une situation où cette collective, cette nation a des droits collectifs sur toutes les données. On peut aussi parler de collectif national. On fait un travail à l'échelle nationale. Et ce que ça signifie, c'est que on a cette souveraineté sur toutes les informations au nom des droits collectifs de la nation ou des nations. Merci pour cette mise en contexte. Chris, de votre point de vue à Statistique Canada. Merci beaucoup. Je veux d'abord reconnaître l'histoire d'Éric qui ressemble beaucoup à la mienne. Moi, je ne suis pas autochtone ou Première Nation et je pense à mes enfants qui ne bénéficient pas de ce land claim et de ses effets sur les peuples partout au Canada. C'est un point important à faire. Alors, si on revient de la perspective sur la souveraineté des données, je ne peux pas définir la souveraineté des données, sauf pour vous dire qu'on reconnaît que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination, incluant le droit d'autogouvernance, et ça inclut la gouvernance des données. Nous savons que ceux qui travaillent dans ce domaine travaillent dans un domaine très complexe. Il y a beaucoup de compétences, de droits de traité, d'autres droits constitutionnels. Et donc, les données font partie de cette conversation. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais c'est déclaré clairement. Quand on parle des données, c'est aussi important que de parler des autres aspects liés à l'autodétermination. Merci beaucoup. Aux gens du public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et vous pouvez la secouer violemment pour que je puisse la voir et on vous apportera un micro. Alors, pendant qu'elle marche pour vous retrouver, je vais poser une autre question à Chris. J'aimerais savoir quelles sont les choses les plus importantes. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses sur les enjeux liés aux données en général. On a parlé de la gestion, de la cueillette de données, du partage des données, parfois correctement, d'autres moins. Quand il est question des gouvernements, des données du gouvernement et des droits des peuples autochtones, quelles sont les choses à considérer qui sont particulièrement importantes? De mon point de vue et du point de vue de Statistique Canada, une des choses à considérer, c'est la complexité des compétences dont je vous ai parlé
il y a un instant. Il y a 10 provinces, 3 territoires, il y a des gouvernements municipaux, il y a des services et des politiques qui affectent les Premières Nations, les Métis et les Inuits de façon différente d'un océan à l'autre. Ces communautés génèrent des données. Il y a aussi le travail de Statistique Canada aussi qui se fait, mais les gouvernements provinciaux, territoriaux et leurs agences statistiques aussi. Il y a tellement de données, il y a tellement de parties prenantes dans ces conversations que de comprendre toutes ces relations, c'est très difficile, mais c'est essentiel quand on parle des partenaires, quand on parle à nos partenaires des Premières Nations Métis et Inuits. C'est important de les mettre au centre de ces conversations, mais il y a aussi d'autres acteurs dans ces conversations selon les situations. Jonathan, je sais que votre organisation est chef de file dans ce domaine. Alors, quelles sont les considérations par rapport aux données et des peuples autochtones dont il faudrait tenir compte? Eh bien, c'est effectivement très complexe. L'histoire de notre organisation avait d'abord une cour très petite. On a mené l'élaboration d'un sondage sur la santé nationale pour les personnes autochtones. Et il y a un troisième sondage qui sera lancé sur le bien-être des enfants et des familles. Et ce travail est essentiel. Nous avons fait ce travail dans un esprit de souveraineté des données depuis près de 30 ans. Et on l'a fait sans les progrès plus concrets qu'on a vus dans les dernières 10 années et certainement dans les dernières quelques années. Nous avons des cadres qui nous permettent de nous assurer que les Premières Nations peuvent avoir cette souveraineté des données. On a une stratégie nationale sur la souveraineté des données qui a été financée par le budget fédéral 2021 pour commencer la mise en œuvre de la phase 1 de cette stratégie, et c'est d'appliquer des ressources dans chacune des 10 régions qui ne concordent pas nécessairement avec les 10 provinces et les 3 territoires, qui tient compte des territoires et de l'eau. Alors, nous, on cherche à mettre des ressources dans les 10 régions. C'est notre région, c'est le contexte dans lequel nous travaillons pour nous assurer qu'il y a la capacité humaine, financière et technique pour avoir des conversations nécessaires sur comment les Premières Nations peuvent arriver à une souveraineté des données dans leur région, comment créer leurs propres institutions. Ça pourrait être une institution des services statistiques partagés. Et ces institutions créeraient un réseau qui ferait un travail à l'échelle nationale. Alors, nous avons cette croissance constante vers les idées qui ont été mises de l'avant par les premières années depuis des années. On a un soutien à des niveaux variés de nos partenaires fédérales, provinciaux et territoriaux. Et il y a toutes sortes de choses à venir aussi. Mais rapidement, j'aimerais vous parler de la complexité des choses. Plus tôt, je vous ai parlé des droits collectifs des Premières Nations à obtenir toutes les informations qui les identifient. C'est encore plus complexe que ça. En fait, on m'a déjà un peu disciplinée pour parler de cette question de façon trop simple, mais on parle des terres et des eaux aussi. Alors, quand on parle de cette idée des informations qui identifient les Premières Nations, c'est le droit collectif des Premières Nations de contrôler, de détenir ces informations. Mais les territoires et les eaux qui sont des territoires traditionnels identifient nécessairement les Premières Nations. Si vous ouvrez les yeux, vous savez automatiquement que ça identifie les Premières Nations en question. Alors, c'est leur droit de détenir et de contrôler toutes les informations qui impliquent les Premières Nations. Donc, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement vaste. Vous et Chris, vous avez parlé de la complexité de la question. Éric, vous êtes un peu au milieu de cette complexité. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport aux complexités spécifiques pour les Premières Nations et les peuples autochtones? Mais je peux vous en mettre une autre en lumière, en fait. Il y a la complexité de la famille à laquelle j'appartiens, la famille fédérale. Jonathan a parlé du travail qu'il fait, de la création des institutions. Je le dis de façon brève.
Mais cette institution ne travaillera pas en vase clos. Elle voudra avoir des relations avec le fédéral, avec Statistique Canada et avec d'autres provinces. Alors, moi, où je siège à Service autochtone Canada, il est important de changer la culture de l'organisation qui, depuis longtemps, cherchait à accumuler des données, de détenir, de contrôler, de posséder ces données. Et là, on deviendra une organisation qui va dans l'autre direction. Mais la loi de Service autochtone Canada dit qu'on devrait travailler vers un transfert des services. Donc, tous les programmes et les services vont être transférés aux Premières Nations, les Inuits et les Métis. Évidemment, il y aura une composante des données énorme dans cet exercice. Alors, on veut se défaire des données. Alors, il y a énormément de travail à faire au sein du ministère, mais d'autres ministères aussi ont beaucoup de travail à faire, surtout ceux qui ont beaucoup de données. Et la façon que nous allons le faire, c'est que nous voulons établir des protocoles de partage des données, des guides d'établissement de structures de gouvernance adéquates. On veut explorer des façons de gérer ces données. J'écoutais les autres présentateurs, les autres panels, et j'écoutais un peu de façon passive, mais il semble qu'on parle beaucoup de gouvernance, mais souvent, c'est une question de communication. Nous allons communiquer ce que nous faisons. Moi, je parle d'autre chose. Moi, je parle d'être assis à la table avec Jonathan pour qu'on discute de comment on peut gérer les données, qu'est-ce qui est bien dans les données, qu'est-ce qui est moins bien, comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'on va la partager. On en discute ensemble, donc on gouverne ensemble jusqu'au moment où nous, on sort du portrait en tant que ministère parce que les services ont été pleinement transférés ainsi que les données. Mais de sorte à ce que Jonathan et d'autres services peuvent reprendre le flambeau de ces données. Alors, on veut changer nos façons de penser. On a 150 ans d'accumulation de données qui doivent être réorientées. Alors, vous parlez d'un changement de paradigme. Oui. Merci pour votre patience. Pouvez-vous commencer en vous présentant? Inaudible pour l'interprète, le microphone n'est pas allumé. Je suis Jonathan Dench. Je viens de OSFI. J'ai le portefeuille financier. Merci beaucoup de bien vouloir partager sur ces questions de souveraineté des données. Et j'entends des choses encourageantes par rapport à ce transfert de la détention des données. C'est bien beau, mais l'interopérabilité des données est nécessaire pour que la donnée soit utile. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que toutes ces institutions n'aient pas à organiser individuellement et gérer individuellement les ententes de partage de données avec chacun des ministères du gouvernement? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le gouvernement du Canada a une approche fonctionnelle qui assure une interopérabilité générale des données? Quand mon organisation regarde ces données souveraines, est-ce que c'est facile pour moi de voir qu'il s'agit de données qui sont nécessaires aussi pour d'autres ministères? Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est fait pour être utile sans mettre un fardeau de souveraineté des données sur les autres? Alors, ce que j'entends, c'est que d'une part, vous avez un besoin de données et de l'interopérabilité des données, des normes, d'une harmonisation, que ce soit utilisable pour tout le monde et que ce soit fait à l'échelle de plusieurs agences, ministères, gouvernements, etc. Et comme l'a dit Jonathan, il y a tout un éventail d'organisations des Premières Nations métisses et Inuits qui ont des capacités, des intérêts différents. Alors, comment est-ce qu'on peut créer un cadre qui permet une souveraineté des données réelle dans ce contexte? Chris, voulez-vous parler?
D'abord, oui, je peux partager mon point de vue à Statistique Canada. Je peux vous dire que les normes sont très importantes pour nous. C'est quelque chose qui est souvent dit. Et moi, je vous dirais qu'il y a deux choses que Statistique Canada produit. Un, c'est des données ou des statistiques. Et deux, c'est des normes. Ces normes sont utilisées à l'échelle nationale. C'est sûr que c'est au sein de Statistique Canada. Donc, on ne peut pas dire que nous produisons les données, tout le monde peut utiliser comme on les crée. Nous avons des partenariats partout au Canada. J'ai eu une conversation avec des collègues dans un gouvernement provincial qui voulaient mettre en place des normes pour leur travail à l'interne. Et eux aussi veulent que les normes concordent, mais ils ne sont pas nécessairement là pour recevoir ce que crée Statistique Canada. Alors voilà un exemple du besoin de créer ces statistiques ensemble avec des normes. Peut-être que les données sont différentes, répondent à des besoins différents et peut-être que ce n'est pas nécessairement mal si les données ne concordent pas. Alors, nous avons parlé du besoin de la normalisation avec nos partenaires autochtones. C'est sûr qu'il faut avoir les données, mais ces conversations-là aussi, il faut les avoir par rapport aux données. Alors, c'est quelque chose qui est déjà sur votre radar. Oui, c'est exact. Alors, mes excuses, je ne vous vois pas. Les lumières sont tellement brillantes. Vous êtes des ombres dans l'assistance, mais je sais que la question venait de là-bas. Alors, nous, notre stratégie de 2020 qui est disponible sur notre site Web a comme principe clé l'interopérabilité. On a aussi pensé que les Premières Nations sont rendues au stade où ils vont créer des bases de données en fonction de leurs besoins. J'ai participé à un groupe consultatif où j'ai souvent dit le Canada, et quand je dis Canada, je parle de tous les éléments qui y participent. Le Canada a un système qui est brisé, mais le Canada a la responsabilité de le réparer pour tout le monde, et ça inclut les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Mais c'est un message qu'il faut continuer à livrer. Le Canada doit faire le ménage, doit réparer les choses qui ont été mal faites ou qui ont été brisées au fil des années. Et ça inclut des promesses, des faux départs, des projets qui ont mené à rien. C'est un commentaire beaucoup plus fort que j'ai l'habitude de faire. On essaie d'être moins politique, mais je parle d'un point de vue strictement technique. Le Canada a du ménage à faire de son côté. De notre côté, au niveau des Premières Nations, c'est que nous allons créer des institutions qui... laissez-moi vous donner un exemple. Il y aura un régime de gouvernance des données créé par les Premières Nations qui aura une institution faite à leur image, gérée par eux, mais on s'est déjà regroupé pour parler, s'entendre sur ces principes et l'interopérabilité fait partie de ces principes. Alors, nous allons créer quelque chose qui tiendra compte de l'interopérabilité. C'est quelque chose qui pourra se faire à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas créer 10 institutions régionales qui n'ont pas la capacité de travailler ensemble en fonction des principes qui ont été établis, dont fait partie l'interopérabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on a la capacité de créer une interopérabilité avec toutes les facettes du fédéral, des provinciales et de tous les autres groupes? Non, pas encore. Alors, nous attendons à ce que le Canada fasse sa part aussi pour faire le ménage là-dedans. Merci pour ce franc-parler. Je suis certain que l'assistance l'apprécie. Jonathan, Je suis d'accord avec Jonathan. Je disais justement qu'il faut faire un peu de ménage chez soi d'abord. Nous nous rejoignons donc dans les idées. Je vous remercie de votre question. Excellente. Du reste, je ne vois pas très bien sous les feux de la rampe. Vous m'en excuserez. Pour ce qui est des données autochtones ou la souveraineté des données autochtones, nous l'abordons souvent du point de vue de la technologie. Je dois dire que dans d'autres postes que j'ai occupés, c'est en fait
problématiques. Il faut d'abord commencer par la gouvernance. Jonathan a fait référence au travail qu'il fait en matière de gouvernance. Il nous faut en faire autant à l'interne. Je travaille étroitement avec ICA pour améliorer la gouvernance. Ensuite, il nous faut établir une relation avec ces centres, etc. On le fera. Encore là, c'est la question de la gouvernance qu'il faut vider. Ce qui est lorsque ce sera bien établi, on pourra s'en prendre à la technique. Trop souvent, j'assiste à des réunions où on parle de souveraineté des données autochtones et tout est abordé avec la lunette de télétechnique. Et pourtant, on ne parle pas des gens, des droits, des politiciens, des prestataires de services et de programmes. C'est une conversation plus complète et c'est pour ça que je dis qu'il nous faut repenser notre façon de faire. Il ne faut pas simplement accumuler. Il faut, je pense, élargir la discussion. Il faut mettre de l'ordre dans nos propres affaires pour éviter de refaire les erreurs du passé. Ce que l'on veut, ce sont de bonnes données. On ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer, j'aime bien le dire à qui veut l'entendre. Et ce que l'on veut, ultimement, c'est veiller au bien-être des collectivités autochtones. Et les données, c'est important, oui, bien sûr. Et la gouvernance aussi, mais on veut une gouvernance digne de ce nom. On ne veut pas une conversation en technicien, une technicien en parallèle, et peu importe le sujet du jour, qu'il s'agisse du transfert de services ou de l'autodétermination. Madame, vous avez une question? Oui, merci. Heidi, de l'École de la fonction publique. Et Eric a soulevé la question de la technologie, justement. Et j'ai entendu les mentions faites des terres ancestrales. Alors, quelle est la nuance entre l'information sur les données et le savoir? On parle de données en termes de structure, c'est-à-dire des ensembles de données. Il n'y a personne de mieux placé que le gouvernement pour créer un autre cadre de travail ou de référence. Alors, je suis curieuse. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous entendez par la souveraineté des données autochtones? Il y a le matériel, il y a ce qui se trouve dans les musées. Mais étant donné les conversations qui ont cours sont centrées sur la technologie, on oublie tout le reste. Je ne sais pas si vous comprenez ce à quoi je veux en venir. Non, non, je vous entends. Et ce que j'entends, c'est la question suivante. Les données, c'est quoi? Les données autochtones, c'est quoi? Et la souveraineté des données autochtones, c'est quoi? Bon, l'information sur les terres, les cours d'eau, sans doute l'air. Et ce que vous laissez entendre, c'est... Je commence sans cesse par Chris, je suis navrée, mais y avez-vous réfléchi? Absolument. Puisque je travaille à Statistique Canada, oui, absolument. C'est quelque chose qui me préoccupe, je ne vous le cache pas. Et mon mandat, si vous voulez, ou le mandat de mon organisme, eh bien, c'est de colliger des données à des fins statistiques. Soyons clairs. Il y a les données géométriques et le reste, bien sûr. Mais il y a d'autres données qui devraient être prises en compte sans vous en faire une lecture intégrale de la Déclaration des Nations unies sur les droits autochtones. Bon, il y a l'histoire, la langue, les médecines, le transfert traditionnel des connaissances. Les données se manifestent sous différentes façons et elles sont toutes importantes. Mais il y a aussi à envisager un autre ensemble de données, les données générées par les programmes et les services qui sont assurés. Ils sont assurés afin de ministrer le programme
pour que ce programme soit bien administré. Par exemple, gérer les dossiers médicaux. On ne verrait pas cette information, mais nous, Statistique Canada, on travaille à partir des données, des agrégats de données, et on utilise ces données à d'autres fins, sous une autre manifestation. C'est un autre volet, mais ce n'est pas de la compétence de Statistique Canada. Merci. Éric, je sais que vous avez mené des recherches archivales et vous avez parlé des frontières des données. Mais je pense que Marty a dit ce qu'il y avait à dire. Si vous m'auriez posé cette question il y a de nombreuses années, je vous aurais répondu, voici ce que j'en pense, c'est que ça aurait été une perspective assez étroite. Mais pour avoir eu l'occasion de travailler à l'élaboration d'une entente pour ce qui est des pensionnats indiens, et la doctrine de divulgation, j'ai beaucoup appris sur l'importance des archives. Et ma grand-mère, je parle beaucoup d'elle, elle est à la tête d'un groupe qui se préoccupe du transfert de l'accès aux archives de la part des collectivités autochtones, des organismes autochtones, à des fins de langue et de culture, justement, les traités originaux, les signatures de ces traités. Tout ça a beaucoup de sens pour les Autochtones. Ce n'est pas simplement un chiffrier Excel. Jonathan, je sais que votre organisme collige des données sur la santé et le social. Vous avez sans doute réfléchi à la question. Oui, il est très important de reconnaître. Vous savez, on a commencé ce travail il y a 30 ans maintenant, et on parlait d'information et de gouvernance de l'information. L'information, c'est le savoir traditionnel, les chants, les danses, mais il y a aussi les données, qu'il s'agisse de données administratives, quantitatives ou qualitatives. Tout ça, c'est de l'information. Et on parle de souveraineté des données, mais ce qu'il faut, c'est la souveraineté de l'information. C'est ça que je veux bien faire cette distinction. Je veux bien vous donner une définition. Il y a plus d'une définition quand on va vers la souveraineté de l'information. C'est une distinction importante à faire parce que ce sont les archives. C'est en fait la culture matérielle. Ce sont les autres éléments, les données entre les mains du Musée des Beaux-Arts, par exemple. Bon, les Premières Nations, les Inuits et les Métis veulent s'assurer de pouvoir, pouvoir posséder et gérer leurs données. Nous voulons bien sûr respecter ces principes autochtones, et ce pour toute l'information qui est du ressort autochtone. Merci. Tout ça sous, bien sûr, le chapiteau de la souveraineté. Je m'appelle Yuana Inich. Ma question est simple. Qui va payer pour tout ça? Comment dites-vous? Qui va payer pour tout ça? Puisqu'on parle d'archives qu'il faut numériser, qu'il faut expédier, qui pourraient être copiées, qui pourraient passer par le CNA, les budgets sont serrés. Merci. Éric, voulez-vous tenter de répondre à la question? Oui, il y a du financement prévu, mais toutes les situations, toutes les circonstances varient, on le sait. J'ai aussi participé à des initiatives où on n'a pas forcément offert du financement, mais nous avons offert des données. Puis, avec la COVID, on est abordé par la province du Manitoba et un organisme des Premières Nations au Manitoba
pour ce qui est de partager le registre autochtone avec la province, avec l'appui, la participation de cet organisme des Premières Nations, afin qu'on puisse suivre de près le cheminement de la COVID au Manitoba et plus précisément contracté par les Premières Nations. C'est toute une réalisation quand même si on pense au partage d'informations intéressant un organisme autochtone. Alors, parfois, oui, il faut des ressources. L'initiative dont vous avez parlé plus tôt, avec le TIC, c'était important, ça. Mais il y a aussi le partage de l'information. J'ai participé à des discussions liées à l'importance des régions éloignées. Et on a tenté de les regrouper pour faire un peu de travail. Et on a partagé cette information avec l'organisme. Ce n'était pas tout simplement le Canada qui faisait sa propre affaire et gardait ça pour lui. Non, c'était d'abord et avant tout le partage. Et l'idée était de comprendre les circonstances, les enjeux propres aux différents organismes, par opposition à une approche antagoniste. Il y a différentes façons de réagir à des situations et parfois, oui, il y a de l'argent mêlé à tout ça. Chris, cette question nous est sans cesse posée et c'est souvent très sincère. Les gens veulent des réponses. La question n'est pas toujours posée ainsi, mais la façon la plus positive d'en parler, c'est que le Canada est une démocratie chef de file dans le monde. Le Canada a toujours voulu établir des institutions dans l'intérêt du plus grand nombre. Ce sont des investissements, ce ne sont pas des coûts. Et c'est pour l'intérêt de tous. Je vous ai dit que le Canada s'est donné une bonne réputation. Alors oui, on s'attend à ce que le gouvernement investisse pour bâtir mieux à l'avenir, dans la mesure où c'est un avenir collectif. Et les Premières Nations comprennent très bien que ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir assurer la souveraineté des Autochtones et l'autodétermination au terme de la souveraineté pour qu'elles aient la souveraineté de leurs données. Mais dans cet écosystème, dans cet environnement, si vous préférez, les institutions canadiennes du pays veulent en faire autant. Alors, il faut reformuler la question. Le fait est que le Canada investit depuis longue date dans le contrat social. Et c'est une façon plus positive d'aborder les choses. Et Chris, de votre point de vue, à Statistique Canada, je pense bien que vous avez beaucoup d'expérience à répondre à pareille question. Si on est pour faire ça, ben, d'où va nous venir l'argent? Oui, absolument. Statistique Canada reçoit des deniers publics, absolument, parce que l'on est un organisme gouvernemental, mais on reçoit aussi du financement des partenaires. Je dois vous dire que je suis d'accord avec Jonathan. Il y a un contrat social et les institutions canadiennes doivent desservir tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Et la façon que les institutions ont été mises sur pied et bâties au fil des ans ont ciblé certaines personnes et peut-être pas d'autres. C'est pour dire qu'il faut, dans un premier temps, renouveler nos structures. Et oui, ça coûte de l'argent. Et il y a toujours plus à faire que de moyens financiers de le faire. Il faut donc établir ses priorités. Autre chose que j'aimerais dire, ça ne coûte rien que d'avoir une conversation quand c'est de bonne foi et de bon cœur. Il y a beaucoup que l'on peut faire qui ne nécessite pas de nouvelles bases de données ou une équipe de 6 personnes. Nous pouvons avoir des conversations pour l'avoir, cette discussion, pour établir des relations. Ça ne coûte pas toujours d'argent. Oui, madame. Vous m'entendez? Parfait.
Je m'appelle Kelsey. Je suis de l'ASFC. Je vais vous lire ma question si je puis. La rubrique des questions pratico-pratiques. Comment agir de façon réfléchie et proactive pour trouver un équilibre entre la collecte de données aux fins de la participation au programme et la souveraineté des données? Je suis certaine de bien comprendre. Ça, c'est dans le contexte de la collecte de données aux fins de programmation. Quelles sont les considérations si vous êtes à colliger des données afin de faciliter la souveraineté des données? Qu'est-ce qu'il faut inclure dans ces ensembles de données? Oui, qu'est-ce qu'il vous faut inclure? Ici, on est pour renvoyer ces données. Nous, on recueille des données pour nos fins propres, mais il y a peut-être lieu d'envisager autre chose. Peut-être parce que vous ne le savez pas, qui pourrait revendiquer ces mêmes données. Qui voudrait tenter sa chance? Eh bien, ce n'est pas au nom de nos attentes que les fonctionnaires soient pris dans les engrenages en matière de souveraineté des données. Ça, c'est la responsabilité du Canada dans sa relation de nation à nation, ses relations avec des nations individuellement ou collectivement. Alors, j'ai beaucoup d'empathie pour les fonctionnaires, surtout lorsqu'ils ont fait beaucoup de travail pour en savoir plus sur la souveraineté des données autochtones. Nous offrons un cours auquel sont invités tous les fonctionnaires pour se renseigner sur OCAP, OCAP. Mais la question ensuite, c'est mais qu'est-ce que je fais? Comment sait-on si j'agis de bonne foi? Bon, vous ne devez pas enfreindre la loi. Vous devrez être sensibilisé. Et c'est une conversation à l'interne. L'idée, c'est de faire avancer le changement qu'il y a lieu d'opérer au sein des ministères et des organismes gouvernementaux. Et c'est aux autres de faire avancer cette conversation au niveau supérieur. Ne ressentez pas que vous êtes pris dans les engrenages. Posez des questions pour en savoir plus. Demandez qu'il y ait meilleure éducation, à savoir comment les Premières Nations, les Inuits, les Métis, avoir des questions liées à l'autonomie, l'autodétermination. Ayez ces conversations en ministère. Le Canada et les Premières Nations auront les conversations qui s'imposent, conversations politiques, minuscules et majuscules, et tous vont en bénéficier à long terme. Et cela va réconforter les gens qui s'interrogent à l'ère de la vérité et de la réconciliation. Comment puis-je... Moi, je suis seulement un petit fonctionnaire, je travaille sur un dossier, et puis bon, on sait très bien que les Autochtones ne nous font pas confiance, à nous, les Blancs. Alors, voilà, ne vous interrogez pas sur ces questions. Celles-ci ne sont pas de votre ressort. Chris? Je reconnais que c'est un défi. Nous, on ne collige pas des données comme telles. Nous sommes des utilisateurs de données. Si on obtient de l'information, c'est le bien de la loi sur la statistique. Mais au terme de cette loi, il y a cette exigence comme quoi on le fait dans le meilleur intérêt du public. Et tous doivent rendre des comptes. Le statisticien en chef, par exemple, d'abord et avant tout. Mais nous travaillons étroitement avec nos homologues provinciaux et territoriaux. Si vous regardez aux statistiques entre les mains de Statistique Canada, que ce soit les soins de santé, le crime et la justice, les données économiques, j'en passe, eh bien, ces données émanent des gouvernements provinciaux et territoriaux. Nous savons qu'ils ont leurs propres relations avec leurs
citoyens, des relations distinctes avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, bien sûr, mais nous communiquons avec ce que sont nos partenaires. Nous travaillons ensemble pour éviter d'utiliser ces données de façon inappropriée. C'est sur quoi on travaille, par exemple, ces jours-ci, pour ce qui est du Centre de la souveraineté autochtone, eh bien, comment à l'avenir, pouvons-nous colliger des données secondaires et comment pouvons-nous à ce moment-là traiter correctement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour qu'ils aient moyen de faire entendre leur voix? Éric, pour les données liées au programme, je m'assurer d'avoir bien compris la question. Alors, très rapidement, quand je pense à mon ministère, très souvent, la relation que nous avons avec les Autochtones, eh bien, c'est par le biais d'ententes. Des ententes où l'on précise des obligations en matière de faire rapport. Vous savez, beaucoup de travail a été abattu par bon nombre de mes collègues qui se sont penchés sur les obligations en matière de rapport pour réduire le fardeau des rapports, mais tout en améliorant la qualité des rapports avec les Premières Nations. Et il y a aussi un rapport sur le financement. Donc, je dois dire que il y a de nombreuses conversations pour ce qui est de produire des rapports, des indicateurs dignes de ce sens, par opposition à quelque chose qui serait imposé depuis le centre. Je crois que nous arrivons à la pause repas. Aimeriez-vous nous ajouter quoi que ce soit, savoir vers quoi on s'en va, qu'est-ce qu'il reste à faire? Jonathan, je commence par vous. Eh bien, nous avons bon espoir que nous allons continuer de recevoir du financement du gouvernement canadien pour ce qui est de la stratégie de gouvernance. On a eu une démarche sur 3 ans. La première étape, c'est quoi la stratégie? Là, on passe des bleus aux pratico-pratiques, c'est-à-dire la gouvernance, la gestion de la gouvernance dans les régions, le partage d'informations avec différentes institutions. Là, la prochaine étape, c'est de s'arrêter à la question de l'interopérabilité, les relations avec les établissements canadiens, les établissements autochtones. Ça ne veut pas dire qu'il faut démanteler les établissements existants, mais il faut certainement intervenir plus tôt que tard, de sorte que les établissements canadiens, s'ils sont appelés à changer en raison du changement de paradigme, mais notre approche est quand même pragmatique. Mais nous avons aussi ces conversations dans les hautes sphères pour informer le leadership autochtone, à savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de rêver d'un avenir où il y a la souveraineté autochtone et la relation avec la couronne. Il y a les lois canadiennes et qui ne prévoient pas forcément ou travaillent dans le sens contraire des droits collectifs. Alors, il y aura des changements importants à apporter alors qu'on est en plein changement de paradigme. Éric. Bon, vous l'aurez compris, nous nous connaissons depuis un moment et nous collaborons. Chris et moi et Marty, on se connaît depuis un moment. Et moi, j'aimerais vous quitter sur des questions qui, j'espère, vont résonner et vous amèneront à réfléchir à la souveraineté autochtone sur les données. Est-ce que nous savons, nous, le collectif, savons-nous quelles sont les données que nous possédons qui sont pertinentes aux Premières Nations? Quelle est la meilleure entité pour colliger et conserver les données? Pour ce qui est des concepts utilisés, est-ce que ces concepts tiennent compte du point de vue et de l'intérêt autochtone? On a toujours de très beaux indicateurs, mais est-ce que ceux-ci sont représentatifs des vues autochtones?
Et pour finir, est-ce que nous colligeons, nous le collectif, colligeons et entreposons des données de manière à ce que ce soit utile aux peuples autochtones? Je vous laisse sur ces questions, question d'alimenter votre réflexion. Ce ne sera pas nous quatre à l'avant, mais les nombreux participants dans la pièce. Merci. Chris? Eh bien, je crois que Eric a bien dit les choses. Cette conversation que l'on a, nous, à quatre, et nos organismes employeurs, moi, je pense qu'il faut, pour poursuivre cette conversation, on est toujours en train de faire avancer les choses, d'améliorer les choses. On va toujours de l'avant. Je pense que la seule façon d'y arriver, c'est grâce au dialogue, la collaboration. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ça résume bien les choses. Merci à vous tous. Merci de vos questions. Veuillez vous joindre à moi pour remercier Chris, Eric et Jonathan de leurs exposés et bien sûr de leurs réponses à nos questions. Merci beaucoup.